Deux militants de PASTEF sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a écarté la thèse de la démence pour juger les propos d'Azoura Fall comme délibérément offensant, un procès symbole d'un climat judiciaire de plus en plus électrique. Et puis, plus de 30 000 travailleurs licenciés et un collectif qui accuse les entreprises auraient remplacé ces employés par des militants politiques fraîchement recrutés. À l'approche de la conférence internationale du travail, la riposte s'organise jusqu'à Genève, un bras de fer social qui prend désormais une dimension internationale. Sur le front politique, le dialogue national s'est refermé sur une note d'espoir, mais aussi de prudence. Avec plus de 700 participants, les échanges ont permis des avancées historiques, notamment un consensus total sur la démocratie et les droits humains, mais les réformes institutionnelles restent le maillon faible avec seulement 26% d'accord. Pendant ce temps, à Touba, après l'effondrement meurtrier de son immeuble, le PDG de Sénécartour tente d'apaiser les douleurs. Une délégation a été envoyée aux familles endeuillées avec des compensations financières. Un drame qui continue de secouer l'opinion publique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir. Un verdict qui fait à peine tomber la tension dans les rangs de l'opposition. Azoura Fall et Ousseynou Kairé sont désormais libres mais condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Les deux militants ont été reconnus coupables de propos contraires aux bonnes mœurs. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé les paroles d'Azoura Fall comme un acte conscient et délibéré, écartant ainsi l'argument de la démence soulevé par la défense. En définitive, la justice a reconnu leur culpabilité. Hassan Gueye, alias Azoura Fall, et El Hadji Ousseynou Kairé sont déclarés responsables des faits qui leur sont reprochés. 6 mois d'emprisonnement avec sursis, c'est la peine qui a été infligée aux deux militants de PASTEF poursuivis pour discours contraires aux bonnes mœurs suite à la diffusion de vidéos virales sur les réseaux sociaux. Des vidéos à travers lesquelles les deux activistes et proches du chef du gouvernement proféraient des insultes à l'encontre de l'ancien président de la République Macky Sall et de l'ex-ministre Mame Mbaye Niang. Lors de l'audience tenue le 21 mai 2025, les prévenus avaient reconnu les faits et présenté leurs excuses. Le procureur avait requis une peine de 6 mois, dont 3 mois fermes, pour chacun des deux mis en cause. En ce qui concerne Azoura Fall, ses avocats avaient brandi la thèse de la démence pour faire valoir l'irresponsabilité pénale de leurs clients. En dépit des éléments médicaux qui ont été présentés devant la barre, le tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé non déterminante cette théorie. Autre dossier judiciaire très suivi, celui d'Omar Sow, désormais en attente de son sort. L'ancien conseiller sous Macky Sall, poursuivi pour diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, a comparu ce matin devant le juge des flagrants délits de Dakar. À la barre, le responsable de l'affaire a reconnu les faits et présenté des excuses. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme et 200 000 francs CFA d'amende, tandis que son avocat, maître Omar Youm, dénonce une judiciarisation du débat politique. Maintenant, les des nag mooy ñu gën a wane pas-pas gën a nekk ay militants de la justice et du droit bañ a emporté wu par sunu ay émotions ak la passion. En ce qui nous concerne, nous estimons que l'infraction pour laquelle M. Omar Sow est poursuivi n'existe pas. La diffusion de fausses nouvelles, c'est pas opiner, c'est pas donner un avis, c'est pas donner un jugement sur des faits imprécis. Les caractéristiques sont beaucoup plus sérieuses que ne laisse apparaître le réquisitoire du procureur. Donc j'estime qu'il nous faut encore davantage de rigueur, de sérénité, de lucidité, mais surtout vraiment tout faire pour être conforme à notre mission principale, rendre justice. Rendre justice, c'est pas massacrer, c'est pas effacer, c'est pas être intolérant, c'est comprendre et juger. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'était le procès de la liberté d'expression, moins que le procès sur une diffusion de fausses nouvelles. Il faut éviter une sorte de judiciarisation du débat démocratique, parce que simplement, le débat démocratique, c'est le débat démocratique, la justice, c'est autre chose. Si le droit est dit, est bien dit, je pense que Omar Sow sera relaxé.
Dans un tout autre registre, les travailleurs licenciés montent au créneau. 30 entreprises pour 30 633 employés mis à la porte. Le bilan est sombre selon le collectif des travailleurs du Sénégal. Son coordonnateur Boubacar Fall plutôt accuse un recrutement politique favorable aux membres de PASTEF aux dépens des anciens employés. Le collectif prévoit un rassemblement à Genève lors de la 113e session de la conférence internationale du travail de l'OIT. Présidence assemblée avec primature, dara génnu ci. Preuve à l'appui, le rassemblement des travailleurs licenciés a toqué à toutes les portes. Du président de la République au Premier ministre en passant par les députés et le président du Haut Conseil du dialogue social, c'est le silence radio. Pire, des militants du parti au pouvoir se font embaucher à leur détriment. Une forfaiture, se désole le coordonnateur du collectif. Le code du travail est clair là-dessus selon l'article L61, 62, 63. On doit d'abord convoquer le collège des délégués, parler avec eux, définir les critères des gens qu'on doit libérer. Et au-delà de ça, le code dit que ces agents licenciés pour motifs économiques sont en priorité d'embauche pendant 2 ans. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, dans toutes ces différentes entreprises qu'ils ont licenciées, ils sont en train d'embaucher les militants de PASTEF. Remercié pour motif économique, le collectif constitué le 20 janvier dernier ploie sous le poids d'un contexte économique morose. Tu vois un salarié qui contacte son grand frère ou bien sa mère qui lui donne 20 000, 15 000, 30 000 et on le partage ici au niveau de notre siège. Une circonstance qui a sabordé leur espoir de fêter la Tabaski avec un minimum de dignité. De toute façon, les salariés qui sont en train d'être payés, même ils sont en train de souffrir, sans parler de nous, depuis le mois de juin, personne de nous n'a perçu aucun salaire. Ils comptent néanmoins surmonter l'épreuve en déroulant un plan d'action. Jusqu'à satisfaction totale. Et on est en train de prévoir un sitting le 9 juin devant le siège de l'OIT au niveau de Genève. On a nos représentants qui sont là-bas, qui vont manifester devant tous les pays membres de l'OIT et ce sera une mauvaise image du Sénégal. Tantôt que les Sénégalais sont en train de subir que l'image de la diplomatie est à genoux. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal se permet de licencier ses travailleurs. Après plusieurs jours d'intenses débats, les rideaux sont tombés sur le dialogue national clôturé ce mercredi au CICAD. L'événement s'est achevé sur un discours fort du facilitateur général, Dr Cheikh Gueye, saluant un tournant de notre démocratie avec plus de 700 participants de toutes les composantes de la société. Ce dialogue a ouvert la voie à une refondation politique marquée par des taux de consensus historiques 100% pour la démocratie et les droits humains. 94% sur le processus électoral. Seule ombre au tableau, les réformes institutionnelles n'ont récolté que 26% d'accord. Après 5 jours d'intenses échanges, les différentes commissions du dialogue national ont achevé leurs travaux. Plus de 700 participants ont pris part à ces discussions qui ont abouti à des points de convergence, mais aussi à de profondes divergences. Au total, nous avons obtenu 100% de consensus dans la commission 3, 94% de consensus dans la commission 2 et 26% pour la commission 1. Au fil des débats, plusieurs sujets de friction sont apparus au sein des commissions, révélant des désaccords notables sur certaines thématiques sensibles. Nous, la position, nous avons posé le problème pour dire que le seul cumul qu'on peut accepter et qu'on peut tolérer, c'est le cumul maire-député. Mais nous avons demandé à ce que les DG ne puissent plus faire de cumul de fonctions avec des postes électifs. Nous avons demandé à ce que les ministres ne puissent plus le faire, mais la majorité n'a pas voulu accepter cela. Pour dire qu'en fait, ils ne peuvent pas, on garde les statu quo sur ces questions-là, et nous ne pouvons pas faire bouger nos positions par rapport à ça, notamment sur les libertés. Aussi, on a demandé en fait un réaménagement de l'article 80, et nous savons tous ce que aujourd'hui que les responsables en premier du PASTEF disaient sur l'article 80, contenu dans le code pénal. Toutefois, au-delà de ces points de tension, des consensus solides ont pu être trouvés sur plusieurs dossiers majeurs. Des consensus importants ont émergé notamment sur la rationalisation des partis politiques, le contrôle du fichier électoral, l'encadrement du financement public des partis, l'inscription permanente sur le fichier électoral, la création d'une cour constitutionnelle,
la dématérialisation du processus électoral et enfin la création d'une commission électorale nationale indépendante. L'ensemble des recommandations issues de ces travaux sera consigné dans un rapport général destiné au président de la République. Il aura ainsi à trancher sur les points de désaccord restants. Le bloc de l'opposition présent au dialogue réitère son appel au chef de l'État pour une véritable pacification de l'espace politique malgré des divergences persistantes sur plusieurs sujets sensibles, notamment les libertés et les droits humains. Ces représentants restent fermes sur leurs exigences. Ils demandent la libération des détenus dits politiques et réclament une presse plus libre et moins muselée. Un message clair adressé à l'exécutif au sortir des concertations. L'opposition démocratique engage le président de la République à poser des actes d'ouverture, de concorde et de réconciliation en utilisant tous les leviers à sa disposition pour faciliter la libération immédiate des jeunes chroniqueurs, à l'exemple de Abdou Nguer, Oumar Sow, Hassan Diouf et tous ceux qui sont détenus entre guillemets pour délit d'opinion. De la même manière, nous lançons au président de la République un appel pressant pour qu'il rassure nos compatriotes sur le fait que l'état de droit au Sénégal doit être compatible avec la protection des libertés. Ainsi, le président de la République, clé de voûte des institutions, pourrait inviter la justice de notre pays, forte de son indépendance reconnue, à accompagner la pacification de l'espace politique en faisant preuve de magnanimité pour ordonner la fin de toutes les détentions provisoires des hommes et femmes politiques et hauts cadres, anciens ministres, anciens députés, anciens hauts fonctionnaires et autres. Un autre geste fort attendu du président de la République, c'est qu'il s'érige en bouclier de toutes les libertés, y compris la liberté de la presse, en protégeant ses institutions, les institutions de la presse bien sûr, et ses vaillants professionnels. La convocation régulière des journalistes à la police, de même que la fermeture illégale de leurs organes, soulève des condamnations légitimes et affecte grandement la réputation de notre démocratie. Si le dialogue national a produit des avancées, il n'a pas échappé au désaccord. Des divergences subsistent sur des questions clés. Pour Dr Papa Farah Diallo, maître de conférence à l'UGB, ces tensions étaient prévisibles. Il estime cependant que l'espoir reste permis. Au niveau des travaux de commission, je crois que pour chaque point discuté, il fallait préparer 2 ou 3 scénarios qui vont polariser les discussions. Ça permettrait de canaliser les échanges et de permettre aux uns et aux autres de se préparer par rapport à chaque scénario. Et comme ça permettrait très rapidement d'aller vers des consensus. Il y a eu plus de consensus de principe que de vrais consensus sur les vraies réformes de notre système démocratique et de notre système électoral et politique en général. On peut encore rectifier le tir. On peut s'attendre qu'il y ait, après le dialogue, un comité restreint qui sera mis en place pour faire le suivi. On peut se rattraper au niveau de ce comité restreint. Ils vont se donner un délai de 1 mois, 2 mois pour pouvoir stabiliser les points de consensus, proposer des modalités de mise en œuvre des consensus, des points de consensus trouvés. Et sur cette base, renvoyer le document stabilisé à l'ensemble des parties prenantes pour validation, pour avis et validation. Et donc si on fait ça, on peut espérer, au bout de 3 mois, 4 mois, après ce dialogue-là, avoir un document de proposition de réforme très consensuel qui pourrait permettre de renforcer durablement notre système démocratique. Pendant ce temps, certaines voix s'élèvent pour critiquer la priorité donnée au dialogue politique. Pierre Ahmed Ba, invité de l'émission MNF, estime que l'économie aurait dû passer en premier. Il dénonce également des dérives dans la gestion judiciaire des fonds force Covid-19. Pour lui, les priorités du gouvernement sont mal alignées avec les urgences nationales. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prend une nouvelle dimension.
Dans son rapport d'activité 2024, la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, dresse un constat clair. Les alertes sur les opérations suspectes sont en forte hausse. Selon le document officiel, 928 déclarations de soupçons ont été reçues en 2024, contre 807 l'année précédente. Une augmentation de 15% qui traduit une vie. Face à la journaliste Maïmouna Ndoye, Pierre Ahmed Ba émet des réserves quant à la tenue du dialogue national initié par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Pour le responsable politique, l'urgence se situe ailleurs. Elle est tout d'abord économique. Comme ils sont incapables de produire des résultats, qu'ils appellent à un dialogue sur le système économique, qu'ils y convient les économistes, le secteur privé et les investisseurs pour qu'on leur dise pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation difficile. Cela est mieux qu'un dialogue sur le système politique. Par ailleurs, même s'il adhère au principe de la reddition des comptes engagés par les nouvelles autorités, cet analyste politique expert en intelligence des systèmes complexes s'interroge sur les méthodes utilisées par la justice. L'argent des fonds Force Covid a été géré par Mansour Faye, le ministre de la Santé, et plusieurs autres personnes, qu'on les appelle tous, car il n'y a pas de corrupteurs sans corrompus. Je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pierre Ahmed Ba n'a pas non plus épargné le Premier ministre Ousmane Sonko, critiquant vivement sa récente visite à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, un déplacement qui a suscité une vive polémique. Tu es un Premier ministre en visite officielle dans un pays et tu es reçu par le chef de l'État. Tu te permets d'aller rendre visite à une personne qui a été en conflit avec le pouvoir, puis a été emprisonnée. Cela a provoqué une guerre et des personnes sont mortes à cause de cela. C'est quoi l'objectif? Il doit savoir qu'il représente le Sénégal. Ainsi, Pierre Ahmed Ba s'insurge contre ce qu'il considère comme un désordre des priorités au sommet de l'État. Une voix discordante dans un contexte de tumulte politique marqué par des attentes fortes. Sur le front financier, les signaux d'alerte se multiplient. La CENTIF a publié son rapport annuel et il note une hausse significative des opérations suspectes, preuve que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme reste plus que jamais d'actualité. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prend une nouvelle dimension. Dans son rapport d'activité 2024, la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, dresse un constat clair. Les alertes sur les opérations suspectes sont en forte hausse. Selon le document officiel, 928 déclarations de soupçons ont été reçues en 2024, contre 807 l'année précédente. Une augmentation de 15% qui traduit une vigilance accrue des acteurs financiers face aux risques de criminalité économique. Les banques et établissements financiers restent en première ligne. Ils ont transmis plus de 82% des signalements. Suivent les systèmes financiers décentralisés, comme les coopératives d'épargne, puis les établissements de monnaie électronique. Lorsqu'ils identifient des indices graves et concordants, la CENTIF transmet ses conclusions au procureur de la République financier, une étape cruciale pour engager d'éventuelles poursuites. Ce renforcement du dispositif témoigne d'un engagement ferme des autorités contre les flux financiers illicites, dans un contexte mondial marqué par des menaces croissantes liées au terrorisme et à la criminalité organisée. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec ses collaborateurs, a tenu un comité régional de développement axé sur la sécurité transfrontalière dans le cadre du programme Saine Résilience. Cette rencontre stratégique a été présidée par Madame le gouverneur Mariama Traoré. Elle a insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les acteurs engagés dans la sécurisation de la région. Un appel fort à l'action face aux défis transfrontaliers croissants. L'objectif général de Saine Résilience 2, c'est surtout la continuité des actions de la première phase Saine Résilience qui vise à renforcer les capacités des populations et des acteurs face aux menaces externes et internes de l'extrémisme violent. Et dans cette dynamique-là, nous abordons justement cette question-là à travers 3 volets que sont la sensibilisation et le dialogue, mais aussi les sessions de capacitation, les formations, et aussi pour finir, pour le 3e volet, l'accompagnement des initiatives économiques. Dans ces 2 zones, que ce soit la région de Kédougou et Tambacounda, il est question justement d'accompagner les différents acteurs que sont les élus territoriaux,
les organisations de société civile, les femmes et les jeunes, les forces de défense et de sécurité, dans un élan de renforcer la confiance entre les différents acteurs, surtout quand il s'agit des forces de défense et de sécurité quant à leur mission de protection des populations et des biens. Les élus territoriaux, parce qu'ils sont là pour pouvoir répondre aux besoins justement des populations. Retour à Touba où le drame de l'immeuble effondré continue de faire des vagues. Mbaye Sarr, PDG de Sénécartour et propriétaire du bâtiment effondré ayant causé la mort de 11 personnes, a envoyé une délégation auprès des familles endeuillées menée par un représentant du khalife général des Mourides. Cette délégation a remis une enveloppe de 3 millions de francs CFA à chaque famille de victimes. Notre reporter Moussa Mané a suivi cette démarche de réparation. L'émotion est palpable. Ce sont des familles entières dévastées par la disparition de leurs proches qui accueillent la délégation de Mbaye Sarr, président directeur général de Sénécartour et propriétaire de l'immeuble effondré le 25 mai dernier à Touba. Première étape, Ndiosmone et Tataguine, 2 localités situées dans la région de Fatick. Ici, cette mère de famille a perdu 3 de ses fils. Le propriétaire de l'immeuble ne le voulait pas comme ça. Dieu en a décidé ainsi. Il a donné, il a repris. Nous prions pour le repos de leurs âmes. Quand ils quittaient ici pour aller travailler, ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils ne fêteront pas la Tabaski avec leur famille. Il a dégagé une forte somme. Il nous a donné 10 millions avec l'accompagnement aussi des contributions de tous les amis de Mbaye Sarr pour amener aux familles qui sont ici, surtout à la dame qui a perdu ses 3 enfants dans l'accident. Tout le monde sait que c'est un lourd fardeau. Mais avec l'appui et l'assistance de toutes ces personnes, diminue quand même la lourdeur de ce qui s'est passé. Cet incident tragique avait suscité de vives réactions. 11 morts dénombrés selon les chiffres officiels. Difficile pour les proches des victimes de se retenir. C'est une épreuve très difficile. Et nous sommes ici pour présenter les condoléances du khalife. C'est une épreuve très douloureuse, mais nous l'acceptons. De là, la délégation s'est rendue à Touba. C'est ici, au niveau de la mairie, que les représentants des disparus ont été reçus par le maire et sa délégation. De la tristesse et la consternation. Les choses se sont produites le dimanche vers 14h30 et j'étais sur place déjà à 14h40. Et quand je suis arrivé, j'ai appelé les sapeurs-pompiers à travers Tine et c'est après qu'ils ont appelé du renfort.
ñu am nit ñu nekk ci biir di wax. Des voix de l'intérieur. xalaat ne ak capitaine sapeur-pompier defe naa Alaaji Jaa ngi toog ak Moussa. Et c'est là que j'ai donné des instructions. tabax bi parce que buñ ko waxee ñi nekk ci biir. Il fallait y aller avec intelligence pour espérer sauver des vies. ñi nga xam ne ñi ngi ci biir te loroogu nan lañ leen jéem a sauver. 3 millions offerts à chacune des personnes décédées suite à l'effondrement et 1 million pour les blessés. lii dal Mbaye Sarr. Cette épreuve que traverse Mbaye Sarr, nous prions le Tout-Puissant pour qu'elle soit la dernière. Et cette contribution du Khalife, il l'a fait pour montrer son affection et son soutien à Mbaye Sarr. Celle qui a perdu ses 3 enfants est dans une situation difficile. Elle nous a expliqué que ses enfants avaient l'intention de construire une maison. Et voilà qu'aujourd'hui, ils sont tous partis. Ceux qui ont perdu leurs proches, nous leur présentons nos sincères condoléances. Nous les invitons à accepter la volonté divine. Après Touba, cap sur Dakar, cette fois-ci c'est à Yeumbeul que la délégation s'est rendue chez l'une des victimes. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.